commencer, je voudrais dire que Arc en Rêve, c'est un projet. C'est le projet de construire une culture architecturale et urbaine partagée avec le plus grand nombre, avec celles et ceux qui font la ville et l'architecture, les architectes, les maîtres d'ouvrage, privés et publics, et tous les professionnels de l'aménagement, les urbanistes, je suis d'accord avec Thierry, moi non plus, j'aime pas ce mot, les paysagistes, les responsables administratifs, les responsables politiques, les responsables économiques, les habitants, adultes et enfants. L'objectif n'est pas quantitatif, il s'agit de s'adresser de manière appropriée aux différents publics, au pluriel. Ceci est énoncé dans le projet fondateur d'Arc en Rêve dès 1980. L'objectif écrit dans les statuts de l'association, c'est favoriser un meilleur rapport de l'être avec un grand E à son environnement. Le projet d'Arc en Rêve est centré sur l'architecture contemporaine, l'architecture comprise au sens élargi de la conception spatiale des lieux de vie, l'architecture en relation avec la ville, le paysage et le territoire, l'architecture en relation avec les usages, ou plutôt les formes de vie, l'architecture en relation avec la pensée. Attendez 2 secondes, parce que l'architecture est aussi porteuse d'une vision du monde. Alors moi je suis à l'aise, je ne suis pas architecte, donc effectivement pour moi l'architecture ce n'est pas uniquement un projet d'architecture au sens d'un bâtiment. Mais c'est aussi la démarche d'Arc en Rêve, c'est pour ça que j'ai parlé de l'architecture en relation, voilà, avec plusieurs échelles et plusieurs formes. Alors Arc en Rêve, c'est un lieu, un entrepôt magnifique que nous partageons avec le musée d'art contemporain à Bordeaux. C'est en soi une expérience spatiale. Ici, vous voyez l'exposition Insider qui croisait la culture savante et les savoirs populaires qui inventent les manières d'habiter. La scénographie célébrait tout à la fois les hautes technologies et l'artisanat à l'œuvre, et aussi le recyclage, le bricolage et le détournement au service de l'habité. Le premier nom, alors bon, ça c'est des images d'expo, on peut enchaîner. Alors ça c'est intéressant parce que il y a des expositions, on peut enchaîner, mais il se trouve que ça c'est un bâtiment de Jean Nouvel, on a fait une expo de Jean Nouvel, et c'est vrai que l'architecture, il faut comprendre quand même qu'on ne peut pas l'exposer directement. Mais que toutes les scénographies, c'est pas un décor, c'est pour vraiment, c'est des scénographies qui immergent le visiteur dans l'univers de l'architecte. Voilà. Donc d'une expo sur l'autre, on n'est jamais dans la même ambiance dans la galerie d'exposition. Le premier nom d'Arc en Rêve, atelier public d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'usage des enfants. On reconnaît le A, le U et le E qui font signe au CAUE, mais le plus important, c'est la notion d'atelier public, portée à l'époque par le syndicat de l'architecture, qui était en opposition avec l'ordre des architectes et qui défendait cette idée de service public de l'architecture avec les habitants. Vous êtes allé trop vite, mais dès la création d'Arc en Rêve, les enfants étaient placés au cœur du projet, parce que vous avez vu atelier public d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, virgule, à l'usage des enfants. L'énoncé du projet fondateur posait les 3 piliers, mais je vous invite à lire cette citation de Winnicott, qui renvoie exactement à ce dont nous parlons depuis déjà hier soir, et encore avec Thierry aujourd'hui. Jouer, c'est une expérience, toujours expérience créatrice, une expérience qui se situe dans le continuum espace-temps, une forme fondamentale de la vie. Winnicott, mes références moi, sont plutôt psy que sociologiques, mais voilà, ce n'est pas un hasard si ça se croise. Donc, l'énoncé du projet fondateur d'Arc en Rêve posait les 3 piliers d'entrée de jeu, la diffusion de l'architecture, via les conférences, les expositions éditions, les actions avec les enfants, les expérimentations. Cette activité que nous nommions à l'époque laboratoire d'architecture et d'urbanisme, on a abandonné ce titre, on appelle plutôt cela depuis maintenant une quinzaine d'années expérimentation, parce que ça n'a pas du tout le statut d'un laboratoire de recherche, c'est plutôt développer des expériences. Vous êtes allé trop vite parce que je veux commenter l'image qui est juste avant.
Mais les expérimentations ont été conçues parce qu'on voulait mettre en œuvre sur le terrain de l'aménagement les conditions de la qualité de la ville et de l'architecture que nous donnions à voir et à découvrir dans les expos et les différents ateliers menés avec les différents publics. Alors, si vous alliez en arrière, vous vous montreriez la première affiche d'Arc en rêve. C'est une image de presse qui est en haut, dynamitage d'un grand ensemble, Pruitt Ego, construit dans le Missouri 10 ans plus tôt, primé par l'Association des architectes américains, détruit, donc 10 ans après avoir eu le prix, parce qu'impropre à l'habitation. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment l'image de presse avec le téléscripteur de presse de l'époque. Voici affiché la posture critique et engagée d'Arc en rêve. Oui, l'action d'Arc en rêve se joue entre poésie et politique. Alors, vous pouvez y aller. Donc, je reprends les 3 piliers d'Arc en rêve qui ne sont pas des services indépendants ni des départements distincts dans le fonctionnement du centre d'architecture. Au contraire, ce sont 3 typologies d'action en constante interaction. Exposer la création architecturale contemporaine, sensibiliser les enfants à l'architecture, expérimenter sur le terrain de l'aménagement. Les expositions, qu'elles soient monographiques ou thématiques, sont conçues comme des rencontres avec l'architecture, des rencontres découvertes avec les différentes formes de vie, des différentes formes de l'habitation humaine. Elles sont consacrées à des œuvres de vous arrêtez là. Elles sont consacrées à des œuvres de référence internationales ou à la création à l'œuvre ici. Alors quand je dis ici, parce qu'on appelle ça architecture d'ici dans nos cycles, sur le territoire bordelais, avec des architectes d'ici ou d'ailleurs, ou encore des expositions sur le thème du logement collectif, par exemple, pour dédiaboliser la forme tourbar, avec des projets choisis dans tous les pays d'Europe qui priorisent la conception architecturale au service des espaces à partager. Parce qu'on peut vivre quand même dans des ghettos isolés, loin de tout, dans une pauvre petite maison avec un toit à 2 pentes au milieu de son pauvre petit jardin. On l'avait organisé pour cette expo collectif où vous voyez que finalement la galerie était dédiée aux espaces à partager. Il y avait même eu des soirées ping-pong avec des architectes, des ingénieurs, etc. Et les projets qui étaient donnés à découvrir étaient sur des écrans démultipliés dans la salle. Ou alors d'autres expos sur le thème de l'habitation individuelle montrant en quoi la création architecturale peut, pas toujours malheureusement, et pas assez souvent malheureusement, mais la création architecturale peut donner lieu à des maisons qui fabriquent de l'urbanité. Les expositions sont un corpus aussi à Arc en rêve qui participe directement de la pédagogie publique d'Arc en rêve. Le contenu des expositions est support d'animation avec des projets placés sous le titre « En quête d'architecture » ou les expositions, vous avez vu le lien, c'était une exposition sur Cécile Balmont de Chiré-Aubin, je ne me rappelle plus, on a créé ce dispositif, inspire la création de nouveaux outils de médiation. Ça, c'est un dispositif de médiation et vous voyez que ça se passe dans l'expérience spatiale. Les expérimentations sont essentielles au projet d'Arc en rêve. Je ne les montrerai pas aujourd'hui. Certes, l'action du centre s'inscrit résolument dans le champ culturel, cependant, nous le savons bien, les effets d'un travail culturel sont à long terme, à 10 ans au moins, si pas à 20 ans, et un travail toujours à recommencer. Cependant, nous étions impatients et nous voulions que notre travail ait des effets sur le terrain de l'aménagement. C'est pourquoi nous avons inventé des formes de projets en prise directe avec l'aménagement opérationnel. Celui qui nous a rendu célèbres dans cette pratique-là dans le monde entier, je dois dire, c'est le projet, l'appel à idées sur les quais de Bordeaux, lancé comme un jeu urbain et prospectif, puisque nous, on n'est pas aménageurs, il n'y a pas de gagnants et pas de perdants. Il s'agissait de penser le devenir des quais rive gauche. Et on avait lancé cet appel à idées parce qu'il y avait Beaufil sur la rive droite et qu'on ne voulait pas que la même folie se produisent sur les quais rive gauche. Et dans la dynamique de cet appel à idées porté par Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux à l'époque, qui était convaincu que la culture est un levier qui fait évoluer les mentalités et avancer les sociétés. Donc il nous avait accompagnés dans ce projet.
a remis en cause le projet Beaufil, et le projet des quais s'est réalisé après avec les acteurs professionnels pour ce genre de projet. On en a également organisé sur le thème de l'habitation individuelle, donc je vais peut-être là avoir un point de vue modéré par rapport à ce qu'a dit Thierry tout à l'heure sur la question de la hauteur, mais bon, je sais de quoi il parle, donc je comprends sa critique, et sur la question de la densité, parce qu'à Bordeaux, dès qu'on construit à 5 étages, c'est vraiment un gratte-ciel, et déjà 3 étages, c'est un building. Et donc c'est très embêtant tout de même que les gens qui veulent accéder à leur rêve de maison individuelle et qui n'ont pas assez d'argent pour se le payer, vont très très loin où le foncier est moins cher, loin de tout, et donc c'est une catastrophe, y compris écologique. S'ils ont assez d'argent pour se payer 1, 2, 3 bagnoles, vous voyez ce que ça donne, et s'ils n'ont pas les moyens, ils sont vraiment loin de tout. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette question d'apprivoiser la densité. C'est le but des expérimentations. Et dernier commentaire sur les premières que nous avons fait, c'était précisément dans les cours d'école. Il y avait de belles écoles Jules Ferry, pourtant on fait la promotion de l'architecture contemporaine, mais elles étaient massacrées pour être aménagées au confort moderne, des sanitaires, des coins lecture, des restaurants scolaires, c'était plus la cantine, et pendant ce temps on massacrait l'école. Et donc on a travaillé avec les enseignants, avec les enfants, sur le projet de transformation de l'école. Les enfants n'étaient pas des apprentis architectes, des architectes en culotte courte, mais la question des usages qui doit être la base du programme d'aménagement, de tout aménagement, quels que soient les publics, était exprimée à travers le jeu par les enfants. L'architecture est à la fois familière à chacun chacune et perçue comme étant réservée à des spécialistes. Ce constat, cette réalité paradoxale, nous appelle à nous interroger sur les conditions de la mise en partage de la culture architecturale et sur les relations entre les professionnels et les habitants. Les architectes, et surtout l'ordre des architectes, fait des campagnes régulières, aimer l'architecture, etc. Peut-être pourrait-il se poser la question, voilà, de la distance et de l'écart qu'il y a entre eux et les habitants au sens le plus large. L'expérience d'architecture s'exerce, on va arrêter, ralentissez plus là, s'exerce quotidiennement par chacun chacune, et dans son logement, son lieu de travail, en faisant ses courses, en pratiquant des lieux culturels, etc., etc. Bref, dans tous les mouvements, et dans le mouvement, Thierry Pacaud l'a souligné, dans les mouvements et les espaces et les temps de nos vies. L'architecture appartient tout à la fois à la sphère privée et à la sphère publique. C'est pourquoi partager la culture architecturale, c'est aussi exercer la citoyenneté, s'exercer à la citoyenneté. Le troisième pilier, les actions avec les enfants. Ce troisième pilier qui pourrait être le premier ou le pilier central en fonction de l'angle selon lequel ou celui par lequel nous nous approchons des différents publics. Le programme permanent d'action avec les enfants s'appuie d'une part sur l'approche sensible de l'espace et d'autre part via la rencontre avec la création, avec des œuvres entre ordinaire et extraordinaire. L'une et l'autre se croisent, se répondent, s'entremêlent et s'amplifient. La rencontre avec la création touche à la sensibilité et l'approche sensible ouvre à la rencontre artistique. Les rencontres avec l'architecture contemporaine sont conçues avec des œuvres fortes et ou des projets ordinaires, mais de qualité remarquable, cela via des projets d'exposition, toujours à travers un regard artistique, je veux dire des travaux photographiques ou des films d'auteur. Je le répète, car l'architecture ne s'expose pas directement, nous devons avoir recours à des médiums de représentation. Ces rencontres ont aussi lieu avec l'architecture pour de vrai, et nous avons de la chance à Bordeaux, car il y a matière, sans faire de concession sur la qualité. Vous pouvez avancer là, toutes les 3 secondes pour pas que ça fasse mal aux yeux. Ça, c'est un dispositif qui s'appelle Modulum, qu'on utilise avec des tout petits et des plus grands. Donc, quand je dis avec la rencontre avec l'architecture pour de vrai, là, c'est Corbu, on enchaîne. Ça, c'est une boîte qui est à l'échelle de la pièce centrale. Et on a différents cadres que l'on glisse pour regarder ce qu'il y a autour, parce qu'a priori, on peut penser que c'est la même chose que ce qu'il y a à côté, parce que c'est un bloc, sauf que ce n'est pas pareil. Je voudrais maintenant vous présenter 2 dispositifs. Le gonflable.
Le gonflable est un outil inépuisable. Il met en jeu le plein, le vide, le dedans, le dehors. L'expérience du gonflable renvoie aussi à l'inconscient. Vous pouvez avancer. L'inconscient que chacun, chacune, l'inconscient de chacun, chacune, s'éveille lorsque l'on se trouve face à une œuvre. L'architecture, nous le savons, peut provoquer des émotions positives ou négatives. Ces sensations sont en résonance avec l'imaginaire. Pourquoi donc l'expérience du gonflable est-elle si intéressante? Parce que, j'aime à le dire, la toute première expérience de l'espace que nous avons tous eue, tous en commun, c'est lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. Et la première notion d'espace, c'est quand nous avons compris que le monde, ce n'est pas ma maman et moi, mais qu'entre ma maman et moi, il y a tout un monde. Avec le gonflable et à travers le jeu, on expérimente les limites, l'espacement. On prend la mesure du vide. Le vide, ce n'est pas rien. On en a parlé hier avec Michel Lussot. Thierry Pacaud vient d'en reparler. Le vide est une dimension essentielle à l'architecture. C'est l'espace, c'est la lumière. Le vide est essentiel à la qualité de la ville. Ce sont les entre-deux, les espaces publics, les passages, les espaces ouverts, les espaces libres, les espaces emplis de tous les possibles. Transmettre l'architecture, c'est voir, toucher, marcher, échanger, débattre, expérimenter, inventer, rêver. Arc en rêve, c'est arc comme architecture, en comme enfant, rêve comme possible. C'est créer des expériences pour connaître et faire connaître l'architecture, la ville, le paysage. Maintenant, assemblage. Ce n'est pas un jeu de construction. Il ne s'agit pas, je l'ai dit, de transformer les enfants en architectes en culotte courte, mais de leur donner des clés afin d'être des citoyens actifs et exigeants pour la transformation de leur cadre de vie. Et toujours des scénarios où l'on passe du travail individuel au travail collectif. Il y a le temps de l'expérimentation, celui de l'observation, et puis celui de la discussion. Le temps de l'échange et de la mise en partage de l'expérience permet en effet de construire un espace commun. Vous arrêtez là. Donc, tout commence à ce moment-là. On n'a pas construit une œuvre et ce n'est pas nécessairement des blocs, des tours et des barres, c'est une construction. Et à partir du moment où les projections arrivent, la parole est ouverte et donnée aux participants, aux enfants ou aux jeunes un petit peu plus grands. Et là, je voudrais me référer à Marie-Josée Monzin qui nous explique que nous ne voyons rien. Je vois. Je vois. Les je vois. Et c'est lorsque je dis et que je parle de ce que je vois et que l'autre, différent de moi, dit ce que je dis, dit ce que je vois et que j'entends ce que l'autre dit, que quelque chose de l'ordre du nous peut commencer à voir et à faire de l'en commun. Donc ce sont des choses, l'air de rien, à partir de ce dispositif, qui sont mises en jeu. Au-delà de l'expérience de découverte de l'architecture, il s'agit aussi parfois de tordre le cou aux idées reçues. Donc la caserne de la Benoge, à Bordeaux, qui est une réalisation remarquable, un remarquable témoignage de l'architecture des années 50 et 60, mal aimé des Bordelais parce que sa forme leur renvoie à l'image des HLM, ça ressemble à HLM, donc c'est moche, puisqu'en effet, on connaît beaucoup de réalisations HLM qui sont associées au mal-vivre. Et pour nous, il importe tout de même de cultiver le regard avec les œuvres dont la valeur esthétique est plus difficilement apprivoisée que celle du patrimoine historique. Ça, c'est après une visite de la caserne de la Benoge. Alors, quand on a fait les premières visites, on avait 5 pelés qui s'inscrivaient. Et maintenant, on a des groupes, il faut qu'on fasse plusieurs visites d'affilée de 30 personnes. Voilà,
Alors, 2 secondes, parce que je ne veux pas tout commenter, mais là, c'est un travail à partir d'éléments Lego. Donc là, on enchaîne, c'est une barre qui est comme une tranche de notre planète. Et on doit construire en utilisant les ressources qui sont sur cette barre. On avait déjà mené un atelier Lego qui s'appelait Lego en liberté, qui avait été créé par Corinne Rosenthal, qui s'occupait de l'atelier des enfants au Centre Georges Pompidou il y a quasiment 20 ans. Revenez en arrière. Et là, c'est une autre... on l'a revisité. Et à un moment donné, effectivement, il faut se dire, mais est-ce que je vais continuer à puiser sur les ressources pour construire, ou est-ce que je ne peux pas me dire, on démolit, on recrée de l'espace, et on n'est pas obligé de construire là où on a recréé de l'espace. Donc c'est un atelier qui marche effectivement pendant plusieurs mois avec des groupes qui se succèdent. On a aussi des étudiants d'école d'architecture qui y participent et même des professionnels de l'aménagement. L'expérience, alors là, bon, on enchaîne. Là, c'est entre deux sur la question. C'est avec un petit peu plus grand, ça commence à CM2. C'est sur l'évolution de la famille. Comment, quand les couples se séparent et puis que la famille s'agrandit, voilà, la fiche programme, on peut faire évoluer, là, pour le coup, l'espace du logement. L'expérience d'architecture telle que Arc en Rêve la conçoit n'est pas sans référence avec le travail de John Dewey, psychologue et philosophe américain, penseur du début du XIXe siècle, qui a marqué le courant pragmatiste en philosophie. Il a également beaucoup écrit dans le domaine de la pédagogie, où il est aussi une référence en matière d'éducation nouvelle. Et effectivement, ça faisait éducation nouvelle, et c'était il y a bien une centaine d'années, quand tu parles des méthodes nouvelles de pédagogie. L'expérience est inhérente aux activités humaines. Michel Lusseau nous en a bien parlé. Et l'expérience... Alors là... Je suis vexée parce que j'ai pas eu le temps de rechercher, on travaille beaucoup sur la ville, hein, pas que sur l'architecture en tant que bâtiment. Et vous pouvez avancer. Donc là, c'est des cartes qui sont faites à partir de ce que les jeunes décident d'identifier sur leur quartier. Là, ils flèchent quelque chose qu'ils vont photographier. Et je voulais absolument retrouver, parce que je savais que Thierry Paco était là, une image du projet Zigzag, la ville on partage, qu'on avait mené il y a longtemps et auquel il avait accepté de se joindre au moment de la restitution des enquêtes que les enfants avaient menées sur la question de la ville et des problématiques d'usage partagé. Mais bon. L'expérience, donc je viens de le dire. Alors voilà, quand je parle d'expérience d'architecture, c'est très différent de l'expérience de l'architecture, laquelle considérerait l'architecture comme un objet autosuffisant, sans lien, sans relation avec celles et ceux qui la voient et qui interagissent avec elle. L'expérience d'architecture, donc, se joue tout à la fois dans la vie sociale, dans l'intime, dans l'usage domestique et les activités de consommation, de loisirs, de travail, etc. Naturellement, dans les savoirs techniques et l'art de construire. J'ajouterai que l'obligation sociale de l'architecture ne doit pas occulter sa valeur esthétique et que l'expérience en relation à la création architecturale ne se réduit pas à l'observation d'un bâtiment, non plus à sa visite, ni même à la production d'une œuvre. C'est en éprouvant, vous pouvez avancer là, je ne commente pas ces images, il y a de temps en temps, il y en a quelques-unes au milieu que je commente, mais donc elles peuvent circuler. C'est en éprouvant l'architecture que l'œuvre prend corps. Donc, sans l'expérience esthétique, l'architecture n'est pas, sinon une simple construction. La valeur ajoutée, architecture, c'est ce qui ne se voit pas, qui ne se dit pas, qui est du côté de l'invisible, de l'indicible, qui est du côté de l'émotion. C'est cette expérience sensible qui est mise en jeu dans les différentes situations proposées par Arc en Rêve. Là, par exemple, avec les lithos, on peut parler, dans ce travail qu'on fait là, c'est avec des plus grands, on peut parler de densité, on peut parler de proximité, de promiscuité. Voilà. C'est des choses aussi comme ça que nous faisons. Donc, le sensible, j'y reviens, c'est la sensation, la perception, la réception, l'appréciation, qui n'est pas loin de la question du jugement.
La valeur ajoutée architecture se pense, se crée, se vit de manière relationnelle, je l'ai dit plusieurs fois, dans l'espace privé et au sein de l'espace public, d'une société démocratique. Toutes ces situations d'expérience, voilà, que nous développons et renouvelons sans cesse, participent de l'éducation du regard, de l'exercice du sens critique. Il s'agit aussi de cultiver la citoyenneté et aussi et surtout favoriser l'autonomie de l'enfant. L'architecture, comprise au sens le plus large, je le répète, est donc objet, sujet, prétexte à apprendre par soi-même, apprendre à être autonome et agir sur son environnement, avec des formes d'intervention activées pour développer la créativité des enfants. Cette capacité créative, tous les enfants l'ont potentiellement, le bébé aussi. Et c'est d'ailleurs grâce à l'activation de cette activité qu'il se développe et qu'il grandit. Elle est malheureusement empêchée, le plus souvent, parfois par le milieu social dans lequel on est, parfois aussi par les espaces dans lesquels on évolue. Souvent, dans les espaces dans lesquels on évolue. L'école, la rue, la ville en général. Notre travail s'inscrit résolument dans le champ culturel et je vais terminer avec ça. J'ai entendu hier qu'il y avait beaucoup d'enseignants, ou en tout cas, vous parlez d'éducation ici, donc je voulais préciser quelque chose, parce que ce n'est peut-être pas sans vous renvoyer, c'est pas grave, sans vous renvoyer à ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Mais je voudrais insister sur un point. Nous ne faisons pas de l'éducation à l'architecture, plutôt l'éducation par l'architecture. Et s'agissant d'éducation artistique et culturelle, qu'on pourrait comprendre au sens effectivement plus élevé, plus ouvert, qui ne passe pas à la moulinette de l'éducation nationale, j'aurais pas osé le dire si j'avais pas entendu hier des critiques dites tout à fait naturellement, spontanément par Michel Husseau, et des échanges que j'ai pu avoir lors du dîner avec des enseignants. Voilà, il y a parfois dans ces dispositifs-là un écrasement de cette question de la créativité. L'accès à la culture, en particulier la culture artistique, permet d'ouvrir le regard sur le monde et comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. L'accès à la culture, non plus, n'est certes pas égal pour tous, nous le savons. Pourtant, l'art et la poésie sont essentiels à l'autoconstruction de l'autonomie des individus dès la toute petite enfance. Et quand on sait, quand on voit, quand on connaît ce qui se passe en ce moment dans les replis sur soi et dans les extrémismes et le terrorisme qui est effectivement présent, je ne comprends pas, et je suis très en colère, que la plupart de nos élus, démocrates, de droite ou de gauche, quand il arrive des grands drames, d'un seul coup repensent à l'éducation et à la culture. Ils continuent à penser à l'éducation, mais d'une manière un peu pas très ouverte, mais on oublie rapidement la culture, alors que nous savons bien que la culture est un levier qui permet d'accéder à des capacités de résistance à cette tentation qui est celle qui est instrumentalisée par les extrémismes. Je n'ai pas amené l'image qui a été l'image préalable au grand projet d'exposition consacré aux nouvelles manières d'habiter que nous avons réalisé avec Dominique Lussot, qui assurait la direction scientifique de ce projet, et qui était aussi le président d'Arc en Rêve à l'époque, et qui fait la couverture du livre que nous avons coédité avec Actes Sud. Mais le titre, c'était, alors que je le dise bien dans l'ordre, face à la terreur et à la folie, face à la peur et au repli, la culture. Donc c'est pour ça que je veux insister sur cette question de l'éducation par la culture plutôt que à la culture, au sens le plus large évidemment, et dans tous les domaines.